Alors, un grand merci aux organisateurs de ce colloque qui me permettent de vous présenter le travail d'alors des jardiniers de Versailles. Ce sujet a déjà fait l'objet de recherches réalisées par Dominique Garrigue et Patricia Deschamps en 2001, puis par William Rich et Newton en 2011. En 2018, un plan de gestion des jardins de Versailles et de Trianon a été réalisé par la Direction du patrimoine et des jardins. Il a permis de traiter à la fois de l'aspect global et de l'aspect détaillé des usages, de l'entretien et de la gestion actuelle des espaces extérieurs. Parlez un peu plus fort. Je peux parler avec ça, vas-y. Voilà. Donc, mis en perspective avec son histoire, des marchés d'entretien ont été retrouvés, retranscrits et analysés, puis intégrés dans la base de données Hortus, créée et mise en ligne par le Centre de recherche du Château de Versailles. C'est donc à partir d'une lecture revisitée de ces sources juridiques que je vous propose de retrouver la présence du jardinier dans les jardins, pas si invisible que cela dans les tableaux. Le sujet s'étendant sur plus de 3 siècles, je vous propose de nous limiter à 4 cas relativement significatifs. Comment était entretenue l'orangerie de Versailles? Qu'en était-il de la situation complexe des jardins des deux Trianon? Sous quel prisme à la Révolution les jardins sont-ils entretenus? Et enfin, une nouvelle et éphémère administration des parcs et jardins impériaux, créée en 1805, illustre jardiniers, sous l'autorité du surintendant général des bâtiments du roi, se voient confier l'entretien des nouveaux jardins. Un premier pour l'orangerie, un second pour le petit parc, un troisième pour le tour de la pièce d'eau et un quatrième pour le potager. Très vite, le jardinier de l'orangerie se verra attribuer les charges supplémentaires de l'entretien du petit parc, du pourtour du canal et enfin de celui de la pièce d'eau des Sus. Le potager, quant à lui, gardera toujours son autonomie vis-à-vis des jardins. Les premiers jardiniers viennent de Paris et font partie du cercle d'André Le Nôtre. Marin Trumel est son cousin par alliance, puis Henri Dupuis, qui lui succède, était le gendre de ce dernier. Patricia Deschamps a retrouvé ici les armoiries d'anoblissement composées de 3 branches d'oranger. Ensuite, 5 lemoines, dont la veuve Lemoine pendant 15 ans, vont ensuite se transmettre sur 4 générations la charge de jardinier de l'orangerie durant 108 ans, de 1724 à 1832. Vous avez la petite... Il y a la souris là ou pas? Enfin bref, vous voyez la petite orangerie. J'ai surligné en jaune le nom des jardiniers dont le marché a été retrouvé. Une croix pour les jardiniers morts en service à Versailles. Le marché de 1703, passé avec Boisvinet, stipule: le jardinier entretiendra tous les orangers, tous les myrtes, grenadiers, jasmins d'Espagne et autres arbustes qui sont en caisse ou dans des vases. André Thoin notait dans un rapport rédigé en 1794 que l'orangerie renfermait près de 1200 caisses, dont 937 contenaient des orangers d'un très grand nombre d'espèces et de variétés différentes. On reste sur sa fin sur les variétés existantes. Mais une liste rédigée en 1750 permet de localiser dans la petite orangerie 172 orangers de 62 variétés différentes, telles que l'oranger des Indes à fleurs très odorantes, la bigarade anglaise panachée jaune, le citron mille roses ou le chadec. La collection d'agrumes de Versailles se distinguait donc par le nombre des variétés entretenues et multipliées par le jardinier. Le marché passé en 1837 l'obligeait à dresser chaque année un inventaire de tous les arbres en caisse ou en pot. Seulement 3, datés de la moitié du XIXe siècle, nous sont parvenus à nos jours. Le Figaro annonçait le 12 octobre 1876 dans sa rubrique Nécrologie. Je cite: « Nous saisissons l'occasion de faire part à nos lecteurs de la perte cruelle que vient d'éprouver l'orangerie de Versailles en la personne du doyen de ses vétérans, dit le Grand Connétable. Il vient d'être réduit à l'état de bois sec dans sa 454e année. Nous donnerons demain son intéressante biographie. » Le lendemain, donc, le Figaro nous apprenait que l'orangerie appelée Grand Bourbon, Grand Connétable, serait née à Pampelune du semis que fit alors une reine de Navarre en 1421 de graines d'un bigaradier. Il serait donc né il y a tout juste 600 ans cette année. Que nenni, répond par voie de presse Louis Touvenin, jardinier en chef de Versailles. La nouvelle était fausse et il déclare, je cite, « Son pensionnaire se porte très bien, qu'il est bien nourri et chaudement vêtu dans l'orangerie du Palais. » On est là en plein anthropomorphisme végétal qu'il serait intéressant d'analyser. Aitor Iriarte, architecte et historien espagnol,
a récemment suggéré la naissance de ce bigaradier au palais de Lité, à 30 km de Pampelune, en Navarre espagnole, où un jardin suspendu, planté d'orangers et de jasmin, avait été créé en 1409. Un de ces orangers aurait été offert à Anne de Bretagne en 1499 par sa cousine Catherine de Navarre. Après différentes successions, il serait arrivé à Fontainebleau, d'où Louis XIV le fait transporter dans sa nouvelle orangerie à Versailles en 1687. Les terres à oranger sont préparées par le jardinier. Certains marchés en détaillent la composition avec des pourcentages bien précis. Crottin de mouton, fumier de vache, fumier de cheval, poudrette, excréments humains, colombine ou fiente de pigeon, bout des rues, marc de raisin. Ces terres sont à préparer 3 ans à l'avance. On y rajoutera au début du XXe siècle du sang de bœuf. Le jardinier organise la sortie et la rentrée des orangers à la mi-avril et à la mi-octobre. Il doit fournir les équipages nécessaires à ces opérations. Des détails de ces tableaux conservés au château permettent de visualiser les acteurs en pleine action. Un état des ustensiles de l'orangerie dressé à la Révolution identifie d'autre part avec précision ces outils, tels que 13 chariots en bois de chêne montés sur 2 essieux et 4 roues, que l'on peut voir. Un collier de limonier, le limonier étant le cheval destiné à tirer le chariot avec des limons. Des tombereaux à bras à 2 roues qui sont poussés par des hommes. Et puis, je vous ai mis à droite une photo d'un thermomètre mesurant presque 2 mètres, fabriqué en 1775 et actuellement placé dans le cabinet des dépêches du roi au château portant la mention orangée. Le roi prenait ainsi autant d'intérêt à la température de ses bains ordinaires à 26 degrés tout en haut qu'à la rentrée de ses orangers à 6 degrés. On trouve encore dans cet état des ustensiles 2 grues, une de 6,40 m, l'autre de 8 mètres de haut, en bois de chêne, montées chacune sur 8 roues, garnies de chevilles de fer avec moulinet et poulies. Ce dessin de Franz Anton Dannreiter, inspecteur des jardins du prince-évêque de Salzbourg, réalisé vers 1730 à l'occasion d'un voyage qu'il avait fait en France, peut illustrer cet inventaire 50 ans avant en fait. Cette grue servait en fait à changer les orangers des caisses et à inspecter la meute racinaire. 2 tonnes d'eau en haut à droite, avec 2 boyaux en cuir de bœuf de 7 pieds de long, c'est-à-dire 2,13 m, sont nécessaires pour arroser les orangers. Et vous les voyez en haut en coupe et plan. Ces équipages étaient très coûteux. Roubaud, dans l'art du treillageur, publié en 1775, décrit la caisse à oranger comme utile à transporter des plantes d'un lieu à un autre. Les caisses sont carrées. Il en existe de 2 sortes. L'une à panneau ouvrant, qui permet de connaître les maladies des arbres dans les terres qu'elle renferme. L'autre à panneau simple, qui était donc moins cher. Une caisse dure environ une vingtaine d'années et il faut remplacer à Versailles de 60 à 80 caisses par an, tant grandes, moyennes que petites. Les premières mentions de caisses à armature de fonte apparaissent en 1828. En 1858, l'entreprise Bois-Grandbourg et compagnie fournit ces armatures et quelques caisses portent encore aujourd'hui leur marque. Les panneaux étaient toujours en bois de chêne avec ces structures en fonte. Les caisses étaient peintes en vert de gris. Elles seront peintes en blanc pendant plusieurs dizaines d'années au XXe siècle et seront à nouveau peintes en vert après le sommet du G7 qui s'était tenu à Versailles en 1982. Les marchés de 1703 et 1758 stipulent « Sera tenu le jardinier de faire cueillir dans les saisons toutes les fleurs des orangers et le fruit qui en proviendra et de les faire porter à sa majesté dans des corbeilles qui lui seront fournies à cet effet, ainsi que les échelles pour cueillir les 10 fleurs et fruits. Les échelles doubles mesurent de 3 à 7,50 m. » En juillet 1776, Guyot, distillateur du roi au grand commun, demande la quantité ordinaire de fleurs qu'on lui donne habituellement pour distiller de l'eau essentielle de fleurs d'orange, afin, je cite, que la famille royale n'en manque pas pendant le cours de l'année. À la Révolution, la fleur d'orange sera vendue aux enchères aux plus offrants, les derniers enchérisseurs. En 1802, par exemple, l'accueil des fleurs s'étend sur 23 jours, du 28 juin au 9 août, et est attribué à une certaine Madame Glaive de Paris qui repart avec 905 kilos de fleurs. Colin Zella, dans un article Le nez au jardin, regrettait que l'olfactif dans les jardins soit un sujet encore peu traité.
Je voudrais seulement vous faire suggérer à partir de ces images les parfums qui s'en dégagent, ou bien naturellement les fleurs dans le jardin, ou bien par la main de l'homme avec la confection de pastilles odoriférantes que l'on fait brûler dans des brûle-parfums ou cassolettes. Au premier plan du tableau de Cotel, à droite, des angelots cueillent fleurs et oranges, un brûle-parfum attend d'être allumé. Pomone tient dans sa main une serpette, outil indispensable à la taille des orangers pour en assurer une floraison optimale. Le sécateur n'a été inventé qu'au début du XIXe siècle. Râteau, ratissoir à tirer, bêche et cordeau, associés aux superbes pièces d'orfèvrerie, rend une noblesse certaine aux instruments du jardinier. L'intérêt de Louis XIV pour les orangers pourrait remonter à la visite qu'il fait à Hyères au cours de son long périple nuptial qui devait le conduire à Saint-Jean-de-Luz pour épouser l'infante d'Espagne Marie-Thérèse. Le voyage dura 13 mois. Lors de son séjour à Toulon, d'une douzaine de jours, en février 1660, donc en plein hiver, le roi se rendit à Hyères, petite ville des plus agréables par le grand nombre de ses jardins remplis d'orangers, de citronniers, d'oliviers et de grenadiers. Appelée aujourd'hui Hyères-les-Palmiers, cette ville était à l'époque connue pour ses orangers. L'idée d'élever des orangers en pleine terre va se matérialiser d'abord au château de Fontainebleau, où Claude Buys, originaire d'Hyères justement, arrive en 1666 avec pour mission la culture de ces précieux agrumes. L'expérience y durera 5 ans et on relèvera 319 orangers à son départ en mars 1671. Et c'est à Trianon que ce concept sera repris par Michel II le Bouteux. Le marché passé avec lui le 31 janvier 1671 indique qu'il doit entretenir les orangers et jasmins d'Espagne, tant en arbrisseaux qu'en espaliers, et les faire bien couvrir tous les hivers de fumier et paillis, les châssis à verre, des couvertures de charpenterie et menuiserie servant aux dits orangers. L'accent dans ce marché est donc mis sur les menuiseries qui seront par la suite régulièrement renouvelées par les menuiseries, les orangers grandissant poussant chaque année. 2 illustrations, l'une de la charpente existante, l'autre de celle qu'il fallait augmenter, accompagnent un marché de fabrication de ces menuiseries. Ce marché a été retranscrit par Charlotte Charon et est consultable dans la base Hortus, donc on pourrait tout à fait reproduire ces charpenteries. Ce système de plantation d'orangers en pleine terre trop onéreux sera abandonné pour en retenir à nouveau, planter des orangers dans des seaux ou cuves en bois, eux-mêmes placés en pleine terre que l'on rentre en hiver. Ainsi, les marchés de 1699 et 1703 signalent que le jardinier aura soin de 12 grands orangers qu'on met dans le parterre bas. Ces grands orangers sont placés dans des cuves de 4 pieds de haut, c'est-à-dire 1,20 m et autant de large. On peut voir sur le tableau de Cotel 6 d'entre eux chargés de fleurs et de fruits, entourés à leurs pieds de 3 gradins de gazon circulaires. Il pourrait évoquer un des arbres représentés dans le songe de Polyphile, laisser supposer que Trianon serait l'île de Cythère, dont Aphrodite est la reine. Sur ce tableau, formidable, 110 personnages, visiteurs, jardiniers, membres de la cour sont représentés. 23 jardiniers peuvent être connus. Ici, ils enlèvent les fleurs fanées de la plate-bande. Là, ils fauchent puis balayent les gazons. Là, ils ratissent les allées. Louis XIV descend de son chariot et se fait montrer le jardin. Un des pousseurs s'éponge le front, épuisé par la montée de la pente venant du buffet d'eau. À l'arrière-plan, le petit duc d'Anjou, futur Louis XV, âgé de 3 ans, est tenu par sa gouvernante, Madame de Ventadour. Ce sont alors 2 jardiniers en chef qui dirigent le jardin, Jean Lemoine et Richard Charpentier, qui plus tard d'ailleurs dirigeront les jardins de Versailles. Peut-on dire qu'ils sont représentés, je ne sais pas assis là, l'un avec un croissant à la main, l'autre donnant des ordres aux jardiniers munis d'un traceur ou d'une masse. Ici. Le long marché passé avec eux en 1703 décrit toutes les opérations qu'ils doivent réaliser, dont celle-ci. Lorsque le roi se promènera dans les jardins à pied ou dans son chariot, les allées où Sa Majesté sera passée seront repassées au râteau, en sorte que la trace ne se revoit plus. 12 râteaux dans ce tableau sont ainsi prêts à entrer en action. Alors, pour les Trianons, 3 équipes distinctes sont constituées pour entretenir les jardins des châteaux du Grand Trianon, du Petit Trianon, puis des pépinières nationales créées à la Révolution. Il y aurait une histoire à raconter pour chacun de ces jardiniers dont les obligations professionnelles sont décrites dans les marchés que l'on a retrouvés.
Notons le statut spécial de Claude Richard qui recevait ses gages de la cassette de Louis XV même et sur lequel aucune autorité administrative n'avait de contrôle. Il n'enlevait son bonnet que devant le roi. Il réussit même à échapper à la réforme de l'administration des bâtiments faite par d'Angivillers en 1776. Bon, en 1847, la gestion des 2 trianons est regroupée et confiée à un seul jardinier en chef, Charpentier. Puis en 1883, la place de jardinier en chef des pépinières nationales Versailles et Trianon est réunie à celle du jardinier en chef des Trianons. Donc il n'y a plus qu'un seul jardinier pour les Trianons. Au Petit Trianon, 2 équipes entretiennent ces jardins sous la direction de 2 piqueurs, l'une composée d'ouvriers jardiniers pour le jardin français, l'autre d'ouvriers terrassiers pour le jardin anglais. Sur ce début du jardin anglais, retenons au premier plan la présence de 3 jardiniers terrassiers, l'un poussant une brouette pleine d'arbrisseaux, et 2 autres s'apprêtant à les mettre en terre. La spécificité des jardins du Petit Trianon étant la collection de végétaux rares, cette mise en scène permet de la suggérer. Ce projet de jardin anglais à Saint-Germain-en-Laye, chez le duc de Noailles, dont l'influence botanique a été très forte à Trianon, a été réalisé en 1775 par Michel Lassaigne, arpenteur et géographe des bâtiments du roi. Il met en scène en premier plan un jardinier poussant une brouette lourdement chargée, illustrant ses transports de terre que toute création de jardin anglais engendrait en animant le paysage de mouvements de terrain. C'est vraiment un très très beau dessin qui a été acheté il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus dans quel... Enfin, qui était en main privée. Alors, un très intéressant état des dépenses pour l'entretien du jardin de la Reine peut nous permettre de mieux visualiser les activités de jardin, du Petit Trianon. En vert, au poste entretien du jardin, correspondent les activités classiques telles que ratissage des allées, sortie et entrée des orangers, achat d'arbres et de fleurs avec les noms des différents fournisseurs. La fauche des gazons est sous-traitée au faucheur Pierre-Jérôme Riot, les gazons étant fauchés à ras avec tout le soin et la propreté désirés tant dans le jardin anglais que français. Au poste fête en jaune correspond tout le matériel de décor du jardin, dont les feux dans les haras pour illuminer le temple la nuit. La nourriture des animaux en brun concerne celle des moutons, chèvres, lapins, poulets, pigeons. Le hameau, à ce moment-là, n'était pas encore tout à fait fini. Aux dépenses extraordinaires en rose correspondent entre autres les modèles en miniature du jardin, des peintures représentant des fleurs d'arbustes étrangers ou les frais de maladie des jardiniers. Quant aux honoraires en bleu, ils sont dus à Richard Mick et ses inspecteurs, ainsi qu'à ses dessinateurs Thibault et Fontaine. Au Petit Trianon, 2 équipes distinctes pour lutter contre les animaux nuisibles. Au Petit Trianon, Jacques Lecourt est au pied, Charlier Furteur, Samuel Hirsch qui prépare des poisons pour les rats. Au Grand Trianon, un autre taupier, dont la famille était présente depuis plusieurs générations à Versailles, travaille sous la direction de Belleville. Alors, petit aparté d'actualité, je ne peux pas m'empêcher de vous en parler. Le furetage est toujours exercé de nos jours aux Invalides, où chaque année, une trentaine de lapins qui ravagent les parterres sont capturés à l'aide de furets, puis euthanasiés. Le tribunal administratif a ordonné cet été, en urgence, l'arrêt de ce mode de régulation, estimant que les militaires devaient cohabiter pacifiquement avec les lapins. À la Révolution, tous les marchés sont annulés. Les 2 veuves de jardiniers, Geneviève Lemoine à Versailles et Louis Belleville au Grand Trianon, qui dirigeaient alors les jardins avant la Révolution, sont maintenus à leur poste pendant plus de 15 et 25 ans. Donc, ce sont 2 femmes qui entretiennent les jardins à ce moment-là. Elles continueront donc à entretenir les jardins avec des moyens restreints. Geneviève Lemoine, qui avait 50 jardiniers dans son équipe, ne pourra en payer plus qu'une trentaine. Ces derniers se plaignent de ne plus bénéficier des gratifications annuelles qui leur étaient affectées sur les cassettes de feu capé de son épouse et des scies devant princes et princesses de leur cour. En décembre 1796, la veuve Lemoine menace même de démissionner si les sommes allouées à l'entretien des jardins ne sont pas augmentées. Elle obtiendra un gain de cause. Les jardins de Versailles sont mis en rapport, bien visiblement, avec la plantation de 1300 pommiers dans les plates-bandes du parterre du Nord. Au bassin d'Apollon, un quinconce formant verger composé de poiriers et pommiers est aussi planté. 2 ans plus tard, on constate que pratiquement aucun fruit n'est récolté. Les arbres des bosquets du Grand Trianon plantés lors de la grande replantation de 1776 sont abattus et vendus. Les menaces de vente pèsent sur le Petit Trianon.
Un rapport rédigé par l'inspecteur des Jardins et Pépinières nationales de Versailles, Jean-Pierre Perradon, permet par les chiffres de comprendre les préoccupations concernant la gestion financière des jardins. Ainsi, les dépenses concernant Versailles, l'orangerie, le Grand Trianon, consistent en travaux ordinaires d'entretien. Vous voyez que les dépenses de l'orangerie sont très importantes. Au dépôt ou pépinière de Trianon, on défonce un nouveau terrain pour augmenter la plantation. Même chose pour celle de Versailles, où l'on transpose des végétaux des anciennes pépinières qui ont été vendus à la Révolution. Les produits sont intéressants à voir. Pour Versailles, en l'an 5, on vend les arbres fruitiers qui avaient été plantés dans les parterres du Nord et qui n'avaient donné aucun fruit. On vend aussi les élagages des bois de vigne. À l'orangerie, on vend la fleur d'oranger, comme je vous l'ai cité tout à l'heure, et les recettes sont fort appréciables. Au Grand Trianon, les orangers dont l'entretien était trop coûteux sont vendus aussi, générant un tout petit profit. Les élagages des arbres de vigne sont vendus en fagots, ainsi que les foins des allées. Paradoxalement, vous voyez, il n'y a aucun produit pécuniaire des pépinières de Trianon, les végétaux qui en sortent étant fournis gracieusement aux diverses administrations de l'État. Ce sont ainsi des milliers d'arbres qui sont distribués à travers la France. On voit là toute la difficulté de la jeune République de rentabiliser le domaine en dehors de la vente des parcelles. À la fin de 1804, Napoléon ordonne la création d'une nouvelle administration des parcs et jardins impériaux, avec à sa tête Jean-Baptiste Lelieur de Ville-sur-Ars. Ce dernier doit gérer 11 domaines impériaux qui sont les Tuileries, Saint-Cloud, Meudon, Villiers, Versailles, les deux Trianon, Fontainebleau, Laeken en Belgique, Saint-Germain, Rambouillet, Compiègne, Bordeaux et Marac à Bayonne. Il met en place tous les nouveaux marchés qu'il présente aux différents jardiniers en chef et la lecture des différents projets, souvent reformulés et recalculés, en révèle toute la complexité. Alors, on peut se douter des réactions des architectes habituellement chargés de cette mission, tels que Guillaume Trepsa, qui ne cesse de contester ses attributions. Je cite, « Il est inouï que M. Lelieur se croit autorisé à s'immiscer dans les travaux des architectes pour les détruire. » Alors, la gestion de Lelieur sera très critiquée, jugée vexatoire, inutile et onéreuse à la couronne. À la Restauration, il sera invité en 1818 à prendre sa retraite. En conclusion, l'histoire naturelle des orangers de Risseau et Poitou, dédiée à la duchesse de Berry, en citant la présence de nombreuses variétés à l'orangerie de Versailles, témoigne du savoir-faire des orangistes d'alors et répond parfaitement à la clause du marché. Le jardinier sera tenu de faire élever un nombre de bigarades tous les ans afin d'établir des collections d'espèces et de variétés. Quant à la publication de l'inventaire des cultures de Trianon, où sont repérés 559 arbres et arbrisseaux remarquables sur le plan et dans le texte qui l'accompagne, cet inventaire témoigne d'un formidable élan horticole qui s'était propagé à Trianon au cours du XIXe siècle et répond à l'article « Le jardinier organisera l'accueil des arbres porte-graines qui se trouvent dans le petit Trianon afin d'en assurer la multiplication. » Les différents marchés d'entretien des jardins, associés à d'autres manuscrits, bien sûr, souvent évoqués dans les correspondances pour en faire respecter les articles, demeurent ainsi de précieuses sources d'informations pour l'histoire des jardins. Je vous remercie.